Excellent début de soirée. Un des grands du XXe siècle qui marque déjà le troisième millénaire. Un génie incontestable et une audace incontournable. Italien de naissance, mais citoyen du monde. Il habite les cœurs et les corps des femmes. Chacune de ses créations est un vrai bonheur. Dans ses défilés, passe ce petit zéphyr qui fait palpiter les silhouettes hyper glamour. Ses matières sont précieuses, à base de mousseline, dentelle, velours et taffetas. Fluides ou craquantes, elles sont ornées de broderies, strass, paillettes et perles. L'élégance de ses collections féminines font appel au romantisme et à la poésie. Sa mode est intemporelle. Farah Diba, Jackie Kennedy, Sophie d'Espagne, Nour de Jordanie, Diana de Galles, Nancy Reagan, Liz Teller et plein d'autres se sont toutes livrées à son génie. Ensemble, ils ont inventé l'histoire du raffinement, de la beauté et du luxe. Valentino, le légendaire, est ce soir notre invité. Valentino, bonsoir. Bonsoir à vous. D'être avec nous. Bonsoir. Voici 43 ans que la maison Valentino est là. Une maison qui s'est imposée contre vents et marées, défiant tous les obstacles, y compris le monopole français. Après toutes ces années-là, vous êtes toujours là, sur les chapeaux de roue et à l'apogée. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de votre vie? Mais c'est un peu compliqué, vous savez, c'est toujours un peu prétentieux de parler de soi-même. Mais quand même, en me regardant dans le miroir, qu'est-ce que je pense? Je pense que je suis un tenace créateur de mode, que depuis très 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 longtemps, depuis quatre dizaines d'années, si vous voulez, je suis là, persévérant, en faisant de la mode et en aimant ce que je fais. Parce que vous savez, c'est un métier, celui-là, qu'il faut absolument l'adorer. C'est quelque chose qu'il faut que vous soyez tout à fait dans le bain du matin au soir, en sachant surtout ce que les femmes veulent, ce que les femmes, elles veulent porter. Je suis encore aujourd'hui quelqu'un dans le coup, c'est parce que je suis quelqu'un qui observe énormément, qui regarde énormément tout ce qui se passe dans le monde, et surtout qui aime toujours les femmes énormément, et qui essaye de leur donner une mode qu'aujourd'hui, elle est valable. La mode, la couture. La couture, la mode, les robes, tout ce que je crée. Et vous savez, aujourd'hui, la mode a changé beaucoup. Dans les dernières dizaines d'années, la mode a beaucoup changé. La mode, elle est passée par une mode très, très, très glamour. Elle est devenue beaucoup plus minimaliste. Après, elle est retombée dans une mode un peu trop compliquée. Maintenant, la mode, je crois qu'elle a pris un mouvement actuellement très, 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 très beau, ce que j'aime. Et surtout la haute couture, qui est devenue un grand point ferme de la mode en général, que tous les journalistes, dans les années passées, tous les interviews que j'avais, ils me demandaient tout le temps, mais est-ce que la haute couture, elle continue? Est-ce que la haute couture, elle n'est pas destinée à mourir? Mais pas du tout, c'est pas vrai, parce que la haute couture, c'est vraiment le rappel total de toutes les alouettes, de tous les gens, et de tous les journalistes, de tous les gens du monde entier qui viennent voir les collections, parce que c'est une chose qui est un mystère parce que c'est la beauté, c'est ce que les grands couturiers peuvent faire. On est très peu aujourd'hui à faire de la haute couture, et surtout, vous savez, ce qui est très 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 prenant dans cette histoire de haute couture, c'est que tous les jeunes, actuellement, les jeunes femmes, jeunes, je vous parle de très jeunes femmes, les jeunes actrices d'Hollywood, elles ne veulent qu'avoir des robes couture pour leurs Oscars, pour leurs sorties, pour des grandes soirées, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que, moi, personnellement, je suis encore dans le coup, parce que je suis cette routine et cette roue de mode qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais je suis capable encore d'être dans le bain et de savoir vraiment ce que les femmes désirent. La mode pour vous, est-ce un mode de vie ou tout simplement votre vie? Non, c'est pas ma vie. La mode pour moi, c'est la mode que je crée, la mode
qui est autour de tous les gens que j'habille. Oui, bien sûr, il y a une mode de vie aussi qui est très importante, qui nous entoure. Mais ça, je peux la contrôler, je peux la toucher de ma main pour moi personnellement, vous comprenez. Mais ce que je pense énormément, c'est à la mode que je crée, à la mode que je donne au public, à mes acheteurs, à la presse et à tout le monde qui aime Valentino. Une question m'a toujours intrigué personnellement. Qu'est-ce qui fait que Valentino est aujourd'hui le plus grand des créateurs? Vous savez que je suis toujours là dans la mode que je donnais, c'est parce que vraiment j'insiste énormément à faire une femme tellement glamoureuse, tellement féminine, sexy en même temps, mais pas vulgaire, et une femme que quand elle porte mes robes, elle peut bien bouger. Et ça, c'est une chose qui est très importante. C'est peut-être ça le secret, vous comprenez, qui fait si qu'un couturier soit toujours là, qu'il soit aimé, et que ses robes sont aimées, qu'ils sont portées dans la vie, vous comprenez. Ça, c'est ça, seulement ça. La femme que vous créez, incarne-t-elle l'image qu'elle cherche à refléter, ou bien l'image que vous souhaitez lui donner vous-même? Mais non, vous savez, la femme, elle veut certaines choses. Et la femme très féminine, elle veut porter des robes qui puissent ressembler aux miennes, ou tout à fait les miennes. Mais c'est ça qu'elle veut, vous comprenez. Donc, votre vision de la féminité correspond à la sienne. Ah si c'est une femme qui veut plaire, si c'est une femme qui pense beaucoup à soi, si c'est une femme féminine, si c'est une femme qui veut être glamoureuse, c'est une femme qui veut plaire aux hommes, c'est une femme qui veut plaire, automatiquement elle va adopter une mode comme la mienne, ou une mode pareille à la mienne. Vous êtes une star, vous portez également le nom de Valentino, qui fut la star du cinéma muet. Dites-moi, qu'est-ce qu'une star? Vous savez, les stars, il y a beaucoup de stars, parce que les stars, ils sont dans tous les domaines, dans tous les métiers. Aujourd'hui, il y a un peu la manie des stars, les stars du cinéma, les stars de la couture, les stars de la peinture. Vous avez des gens qui jouent à la star, il est vrai. Si, il y a des gens qui jouent à la star, qui ne peuvent pas jouer à la star. Mais vous savez, jouer à la star, c'est un peu ridicule. Une star, si on peut appeler une star, moi je trouve qu'on peut peut-être... Je ne sais pas, moi je me sens beaucoup plus artiste que star. Star, je suis sûr que c'est seulement les stars de cinéma, parce qu'ils donnent des images, ils donnent quelque chose que vous voyez sur l'écran, et ça pour moi c'est des grandes stars. Mais nous on nous appelle, oui, les stars de la couture, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est des créateurs, on est des artistes de la couture, on fait de jolies robes qui vont rester peut-être dans l'histoire, qui vont être mis dans tous les livres et tout ça. Le star system existe partout, pratiquement dans tous les domaines, en art, en politique, en sport, en littérature, en cuisine, en jet set. Certainement, certainement. Mais depuis les années 80, vous savez, justement, la couture a eu cette espèce de grand boom du stardom, you know, que tous les couturiers, ils ont, en sortant, ils étaient comme ça, ils devaient faire des autographes, ils devaient saluer tout le monde, parce que il y a cette manie des jeunes gens, des gens qui... Vous savez, tout ça, qui a fait tout ça, c'est la télévision. Vous avez réduit les années du Starship aux années 80. Pourtant, vous êtes là depuis plus que 40 ans. Mais oui, bien sûr. Mais avant, c'était pas ça. Parce qu'avant, dans les années 60 et dans les années 70, vers la fin des années 70, le prêt-à-porter a commencé. Mais avant, il n'y avait que 2 collections par an, la haute couture. Donc il ne pouvait pas y avoir tous ces Bataclan qu'ils ont fait sur la mode après, vous comprenez, parce que les couturiers, c'était des gens qui restaient dans leur maison de couture, qui faisaient 2 collections par an, qui voyaient toute une élite de femmes extraordinaires qui se promenaient dans les maisons de couture, mais c'est tout. Il n'y avait pas autre chose. Quelques petits défilés à droite et à gauche, mais il n'y avait pas le grand glamour des années 80, quand on a commencé à faire des défilés fleuves, où il y avait presque 200 robes sur le podium, avec 40 mannequins défilant. Moi, j'ai défilé sur Piazza Milanese devant ma maison de couture, où il y avait 1500 personnes. Tout ça, ça a été dans les années 80, qui a donné cette espèce de grand boom, où la mode était filmée par la télévision,
presque tous les jours, parce qu'il fallait parler de mode, et les dames, les dames à la maison, les bourgeoises à la maison, qu'elles regardent tous les soap operas, qu'elles regardent tout ce qui se passe dans la télévision, elles sont ravies de s'installer sur leur divan et de voir les collections en télévision. C'est pour ça que la mode, elle a des programmes fashion everywhere, partout. Valentino, l'échec fait toujours peur à l'être humain. Que serait-ce dans le cas des stars? Ces stars ont toujours peur de perdre cette image qu'elles ont construite au fil des années. Dites-moi, vous arrive-t-il d'y songer? Avez-vous peur d'échouer? Bon, ça c'est une très bonne question. Vous savez que, bien sûr, automatiquement, on pense, quand vous êtes dans ce monde depuis très longtemps et que vous avez eu des gloires, vous avez encore des gloires, automatiquement, vous pensez toujours, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Parce qu'un jour, il faudra que ça s'arrête. Je ne sais pas, moi je suis très catholique, je prie toujours le bon Dieu en me disant « Faites-moi comprendre quand c'est le moment que je dois m'arrêter, que je me rends compte que ce que je fais, c'est passé, ce que je fais, ça ne me plaît plus, ce que je fais, ça n'intéresse plus les gens. » Je crois d'être encore assez lucide pour pouvoir comprendre que si jamais il y avait quelque chose que je n'aimerais pas autour de moi, c'est-à-dire ou des articles ou quelque chose que les gens, je les vois lâchés, fatigués, ou je vois qu'il y a une espèce, un manque, si vous voulez, d'intérêt, alors là, je crois que je m'en irai tout de suite. Mais même si on est j'arrêterai convaincu, tout de suite. Il est vraiment difficile de prendre une décision, ou la décision de s'arrêter. Car l'échec, personne ne l'admet facilement. Prenons l'exemple des stars, des célébrités, les divas de la chanson. Toutes continuent à chanter jusqu'au bout, au détriment de la voix, de la prestation, du physique. On a eu très peu d'exceptions, en l'occurrence Brel et Callas. Mais à part ça, toutes ont continué jusqu'au bout. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas parce que moi, je suis sûr que tous ces gens que vous mentionnez maintenant, ils savent très bien que ce n'est plus la même chose. Ils le font parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Mais ils savent très bien que Pourquoi le moment... ils ne peuvent pas s'arrêter à votre avis? Ils ne peuvent pas s'arrêter parce que c'est leur vie. C'est la magie des C'est la projecteurs. magie, c'est les projecteurs, c'est le monde, c'est tout. C'est tout un contexte incroyable. Mais c'est un monde complètement différent du nôtre. Totalement différent du nôtre. Vous savez que les stars du cinéma, les stars du théâtre, les chanteurs, les musiciens, c'est une espèce de... Je ne veux pas dire qu'on n'est pas des égomaniaques, je ne l'exclus pas, mais eux, ils sont comme pourcentage 100%, vous comprenez? Donc c'est très difficile pour eux de pouvoir admettre qu'ils ne sont plus sur la bouche de tout le monde, mais ils le savent. Ils le savent. D'ailleurs, vous ne voyez pas combien de films on fait sur cette histoire de gens qui continuent, mais ils savent très bien que leur carrière est terminée. Moi, personnellement, pour nous, c'est beaucoup plus évident, parce que vous comprenez, c'est beaucoup plus vite, parce qu'une collection, on la fait en très peu de temps, on la présente, et on voit immédiatement ce qui se passe, vous comprenez. C'est pas un film qu'on le fait pendant 6 mois, puis après il sort. C'est différent. C'est totalement différent. Moi, je pense que quand ce sera le moment de dire « Valentino, il faut que tu t'arrêtes », je vais le faire. Je vais le faire, et je crois que je vais le faire dans un moment qui n'est pas encore, qui est encore juste. Je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. Puisque nous avons parlé d'arrêt, nous allons nous arrêter avec une pause, avec la pub, et par la suite, nous allons poursuivre cet entretien intéressant avec le légendaire Valentino. Restez avec nous. L'émission s'intitule Wara al-Wujuh, au-delà des visages, et ce soir, nous essayons de découvrir les différents visages, les visages multiples de Valentino. Dites-moi, Valentino, quel effet de mode cherchez-vous à créer? Ben, vous savez, la création,
Parlons de collection, bien sûr, parce qu'on fait des collections de mode. La création de collections, c'est une chose, surtout pour quelqu'un comme moi, que je fais depuis très 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 longtemps, c'est toujours un grand plaisir, comme je vous avais dit avant, et c'est un moment très sublime, un moment très, comme pourrais-je vous dire, un moment presque magique. Parce que, vous savez, moi, je dois m'exprimer avec mon crayon. Moi, je dois prendre un crayon, me mettre à dessiner, pour pouvoir mettre sur un bout de papier ce que j'ai dans la tête. Et ce que j'ai dans la tête, c'est toujours une mode, une façon de faire habiller les femmes qui, je suis sûr, plaît aux femmes. Parce que la créativité, quelquefois, vous savez, on fait des choses, quelquefois, on imagine le défilé, on imagine les journalistes sur le premier rang, qui sont un peu ennuyés de voir plusieurs collections pendant la journée. Et alors, des fois, vous êtes tenté de faire des trucs un peu trop excentriques, des choses trop chargées, parce que vous voulez épater la presse. Tout ça, moi, j'essaie de le faire le minimum. Parce que je sais que des coups de carnaval sur la passerelle, quelquefois, ça peut plaire ou ça peut faire rire. Alors, quand je pense à la mode, je pense toujours à mes mannequins que j'ai devant moi. Je crée sur elles ce que je veux. D'abord, je dessine. Après, je fais réaliser ce que je veux voir. Je fais bouger ces filles. Je veux qu'elles soient vivantes, qu'elles bougent comme une femme, elle doit bouger, parce que une robe, elle doit vivre, elle ne doit pas être statique, parce qu'autrement on la met sur un mannequin de bois et vous la regardez comme ça. Tandis qu'elle doit vivre. Pour moi, une robe, ma création, et ce que je fais dans la mode doit être portable, élégant, moderne, en même temps facile à porter, dans le sens que la femme, elle n'est pas trop contrainte, vous savez, avec ces toilettes comme il y avait dans les 60, qu'elles étaient presque comme dans une chemise de force. Tandis que maintenant, le tout est beaucoup plus cosy, ça épouse beaucoup plus les formes du corps. La mode maintenant est devenue beaucoup plus légère, beaucoup plus souple. Il y a des tissus maintenant, des cachemires, des doubles faces, des choses qui caressent le corps et vous bougez avec, donc vous n'êtes pas serré du tout dans les vêtements. Et ça, c'est une chose qui est très importante parce que, vous savez, les femmes dans le monde, à travers toutes ces années, elles sont devenues très malignes, elles savent ce qu'elles veulent. Elles veulent être confortables, en même temps élégantes, en même temps féminines et glamour. Moi, j'essaye, avec ma mode, de cercler dans un seul mot toutes les choses dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Dans ce petit croquis, vous essayez de tout cerner. Est-ce qu'on peut dire que votre style se caractérise par la simplicité sensuelle? Vous savez, vous avez deux choses. Vous avez la mode, elle se déroule à partir du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire vous avez des choses pour le jour, des choses pour l'après-midi, des choses pour le soir. Alors, je suis très concerné pour ce qui est le jour, de faire des choses très portables, très faciles, que les femmes peuvent échanger comme elles veulent, en les mélangeant même avec d'autres couturiers, avec d'autres choses, vous comprenez, en mettant avec une veste de haute couture, elle peut mettre un blue jean si vous voulez. Et pour ça, je suis concerné de tout ça, mais quand même, ma tête elle est beaucoup plus libre. Quand je fais le grand soir, automatiquement le grand soir, alors là, il y a tout le glamour, tout le sexy et tout la fascination qu'on donne à une robe du soir. Alors là, je ne regarde plus, là, vraiment, ma création, elle part en plein, et je veux que la femme, elle soit superlative. Vous avez mentionné les autres créateurs, entre guillemets. D'après les Échos, vous avez talonné près d'Yves Saint-Laurent pendant plus d'un demi-siècle. Est-ce que vous pouvez commenter sur ce point? J'ai toujours été un grand admirateur de Yves parce que je le connais depuis mon enfance. Quand j'ai débuté à Paris, j'avais 17 ans et demi. La première personne que j'ai connue, c'était Yves Saint-Laurent. Et c'était M. Lagerfeld. On était les trois jeunes dessinateurs qui travaillaient dans trois maisons différentes. Puis après, on s'est tous éparpillés, on est tous devenus ce qu'on est aujourd'hui. Automatiquement, je suis un grand admirateur de lui. Il a fait en France là,
une mode inoubliable qui va rester dans l'histoire de la mode. Donc c'est quelqu'un de très plein de talent, qui a toujours lui aussi essayé de faire une femme très belle, élégante, belle. Il n'a jamais regardé, il n'a jamais suivi ce que les autres ont essayé de vouloir faire, de casser avec cette mode qui pouvait peut-être faire penser à une femme trop statique, trop statique et c'est-à-dire le numéro de la collection, comme un mannequin, vous comprenez, qui avait des souliers jusqu'au chapeau, toute la sortie de la collection. Mais quand même, il a donné, si vous détaillez tout ce qu'il a fait, il a fait des choses incroyables. Donc c'est un couturier que j'admire énormément. Yves Saint Laurent, bien qu'ayant atteint l'apogée de sa carrière, a eu l'audace de se retirer. Je veux remercier les femmes qui ont porté mes vêtements, les célèbres et les inconnus, qui m'ont été si fidèles et qui m'ont causé tant de joie. Je ne vous oublierai pas. Aujourd'hui, quelle relation entretenez-vous avec lui? Malheureusement, je ne vois pas beaucoup mes collègues, non, je ne les vois pas beaucoup. J'ai eu des occasions de les voir, peut-être à quelques soirées, à quelques événements en Amérique et tout ça. Bonjour, bonsoir, on s'aime beaucoup, soi-disant, mais... Soi-disant non, on s'aime beaucoup, soi-disant dans le sens que, oui, on s'aime beaucoup, comme ça. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais beaucoup fréquenté mes collègues. Parce que je n'ai pas eu l'occasion et parce que peut-être je suis quelqu'un... J'aime mon métier, j'adore mon métier, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime parler de mon métier quand je suis dehors avec mes amis et que la journée est terminée. Je ne suis pas du tout un malade de la mode, vous comprenez? J'ai autre chose à discuter. En général? À parler. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Je trouve que c'est très ennuyant et c'est trop facile d'avoir un créateur de mode et de le faire parler tout le temps de robes et de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Ça devient ennuyant pour lui de voir toujours parler de ça. Et pour les gens qui écoutent, peut-être des gens, ça peut intéresser, et des gens, ils peuvent être aussi un peu embêtés d'écouter toujours la même chose. Donc quand on est sorti, moi je trouve, c'est un peu comme les acteurs qui parlent toujours de leur film. Quand on est sorti de la journée de travail, on doit parler d'autre chose. La vie est pleine de jolies choses. Mais on vit toujours sous l'effet de ce qu'on fait. On s'en sort difficilement. Non, pas du tout. Moi, si vous voulez me parler après ma journée de travail, je suis quelqu'un qui touchera 2000 autres arguments, mais certainement pas en parlant de mode. Vous êtes donc une exception? Non, je crois pas. Je ne sais pas. Tout à l'heure, nous parlions des grands. Pourquoi une amitié ne peut jamais les lier ensemble? Mais vous savez, la vie est faite de jalousie, la vie est faite de compétition. Malheureusement, la compétition, c'est la chose la plus terrible qui existe au monde. Mais elle peut être honnête, non? Hein? Elle peut être honnête. Elle peut être honnête. Elle peut être honnête si vous regardez devant vous, vous pensez ce que vous faites. Et c'est le cas chez vous? Comme un cheval. J'essaye de faire ça le plus possible, parce que vous savez, je déteste la compétition, je déteste... Il faut admettre que la compétition donne souvent un coup de fouet. Elle donne un coup de fouet, si vous voulez, mais quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Oui. Parce que si vous êtes subjugué par la compétition, automatiquement, vous ne savez plus où taper la tête. Vous savez, il faut avoir un équilibre. Dans la vie, il faut être... Mais ça, c'est de l'esclavage. Voilà, c'est de l'esclavage, mais dans la vie, il faut être équilibré. Surtout, il faut être très équilibré et essayer de balancer toutes les choses que vous faites avec beaucoup d'art et beaucoup de mouvement. Valentino, une fois de plus, une pause avec la pub. Valentino, vous présentez 2 fois par an votre collection à Paris. Pourquoi le choix de la capitale française? Capitale française parce qu'il y a longtemps, quand j'ai commencé à faire le prêt-à-porter, et tout ça c'est dans les années 60, early 70, tôt 70,
j'étais lié comme production du produit avec une maison française. Qui faisait mon prêt-à-porter, c'était une maison française. Donc, automatiquement, c'était beaucoup plus facile en faisant tous les vêtements là-bas qu'ils soient présentés en France. Alors, j'ai commencé mon prêt-à-porter en le présentant en France, et automatiquement, j'ai toujours été là-bas. La haute couture, quand je me rappelle pendant la guerre du Golfe, que c'était des années 90, non, si je ne me trompe pas, j'ai commencé là aussi de présenter mon haute couture en France aussi. Et j'ai abandonné Rome. Je présente en Italie seulement la collection masculine à Milan, et toutes mes collections féminines sont présentées en France. Vous êtes un vrai citoyen du monde. Je suis un citoyen du monde. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation. Voilà, et je peux dessiner, créer où je me trouve. Ça, il n'y a pas de problème. Valentino, vous êtes originaire du nord de l'Italie. Est-ce que Rome, qui symbolise la poésie, le romantisme, la sensualité, occupe une place prépondérante dans votre imaginaire? C'est une ville que j'adore, c'est une ville que j'ai choisie parce que moi je suis du nord d'Italie. Donc quand je suis revenu de Paris, après des années d'apprentissage là-bas, automatiquement j'ai choisi Rome parce que c'était la capitale. C'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée. C'est une ville qui a des vibrations extraordinaires, qui est d'une beauté sensationnelle. Vraiment, c'est une beauté vraiment extraordinaire. Mais malheureusement, en travaillant ici, je ne fais que travailler. Je travaille pour avoir justement le temps pour m'échapper pendant les week-ends et pendant les moments de vacances, bien sûr. Donc, j'en profite pas énormément. J'en ai profité, mais plus tellement. Mais malheureusement, quand je me balade, quand je vais à la maison de couture, vu que j'habite dehors, je vois la ville et je trouve que c'est vraiment une des plus belles villes du monde. C'est une ville qui a un charme incroyable, qui a des couleurs extraordinaires et surtout un climat sensationnel. Donc ça vous inspire? Ça m'inspire, bien sûr que ça m'inspire. Mais je peux être inspiré aussi à Paris, je peux être inspiré à Londres en ayant voir un spectacle au théâtre. Je peux être inspiré à Broadway si je veux voir un musical à Broadway. Ou je peux être inspiré si je vais même à Beyrouth ou au Caire ou je ne sais pas, si je vais voir le Rijksmuseum d'Amsterdam. Je peux trouver dans les détails du musée ou des tableaux un petit détail qui fait signe, couleur, n'importe quoi, vous savez. Mais ça, c'est une chose assez difficile à expliquer, mais quand même facile pour moi, parce que vous avez la chance de pouvoir vous sentir bien n'importe où et pouvoir créer où vous êtes sans aucun problème. Valentino, vous êtes basé à Rome, contrairement à vos homologues Ferré et Armani qui ont choisi Milan pour y vivre. Pourquoi ? Quand j'ai commencé, moi, la couture à Rome, c'était Rome le clou des grands couturiers où tout le monde défilait. Et on défilait à Florence à ce moment-là. Donc, c'était pas Milan. Milan, ça n'existe pas à ce moment-là. Il y avait 2 ou 3 maisons de couture qui ne faisaient rien d'autre que copier ils faisaient les copies des collections françaises. Donc, la mode a commencé ici. C'est pour ça que j'étais à la capitale. Est-ce que Valentino se considère comme un produit de marketing ? Bien sûr, dans un certain sens, oui. Il faut que ça soit comme ça. En pensant aussi à toute la mode que vous donnez avec vos collections de prêt-à-porter. C'est le prêt-à-porter, c'est des collections qui vont dans le monde entier, bien sûr. Il faut que ce soit comme ça. Vous donnez à la femme sa vraie dimension et vous mettez en valeur son corps en faisant ressortir toute sa féminité. Ce point, nous en avons déjà parlé. Mais dites-moi, comment avez-vous pu atteindre toutes ces femmes, toutes générations confondues? Vous savez, je trouve que quand on est un créateur de mode et quand on fait de bonnes collections, automatiquement, les femmes viennent à vous. Je dois dire que je n'ai jamais cherché beaucoup que les bureaux de presse, oui, les bureaux de presse, ils font des choses incroyables. On est en contact avec tout le monde de Hollywood pour les Oscars, on est en contact avec tous les movie stars. Mais les femmes, vous savez, les femmes surtout aujourd'hui, elles viennent chez vous si elles ont envie de venir chez vous, même si vous avez un grand nom, parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, dans mon histoire de couture, à travers
toutes mes années, je crois que les collections parlaient pour moi, et quand les collections étaient vraiment des collections dont on en parlait partout, automatiquement, vous aviez des coups de fil de femmes qui passaient par Rome ou qui voulaient voir vos collections, et automatiquement, vous avez touché et vous avez rejoint toutes les femmes du monde entier. Il est vrai que vous n'avez pas à juger une situation déterminée, ni à faire l'étude du marché, car étant partout dans le monde, je présume que vous devez avoir une équipe très rodée et très professionnelle qui s'en occupe. Mais vous avez l'air de quelqu'un qui supervise tout, ne serait-ce qu'indirectement, entre le businessman et le créateur, qu'il importe sur qui. Je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir tout ce qui se passe dans le monde, les boutiques, combien elles vendent, les femmes, combien de robes elles portent, ça certainement. Mais ça, c'est le maximum de mon business moment, vous comprenez? Bon, pas plus que ça. Mais comme point de départ, c'est assez important. Si, c'est assez important. Dites-moi, entre le businessman, l'homme d'affaires d'un côté, et le designer de l'autre, qui l'emporte sur qui? Le design, où vous situez-vous? Le design. Le design. Le design, absolument. 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 Je suis tout à fait pris et enveloppé dans mon monde de création. Je ne saurais pas faire autre chose. Je crois que je serais un désastre à toucher n'importe quoi. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été très dans ce bain tout le temps. J'ai toujours été dans ça. Combien de croquis dessinez-vous par an? Oh, c'est une question bizarre. oui. Quelques milliers. Des milliers Oui. de créations chaque année. Ah, si. Peut-être, disons, peut-être plus de 1200, 1500 croquis. Oui. Vous le faites tout seul? Tout seul, je fais mes petits croquis, puis après, j'ai des dessinateurs qui les mettent en belle copie. Parce qu'avant, je faisais tout seul. Au mon commencement, je faisais les petits croquis, puis je les mettais en belle copie moi-même. Après, j'avais plus le temps, alors maintenant, j'ai des dessinateurs que je leur donne mon croquis. Ils le comprennent très bien, parce que j'ai un coup de crayon. Avec un coup de crayon, j'exprime ce que je veux. Je leur donne, je leur dis, mettez-moi en belle copie, faites attention aux proportions, parce que les proportions sont là. Et d'ailleurs, quand ils l'ont mis en belle copie, je regarde ce qu'ils ont fait, je vois si les proportions sont bonnes ou mauvaises. Valentino, la toute dernière fois, une pause publicitaire, et puis après, nous allons clôturer cette émission avec vous. Valentino, votre histoire avec les grandes femmes de ce monde remonte à très longtemps. De Farah Diba à Jackie Kennedy en passant par Audrey Hepburn, Liz Taylor, Sharon Stone, pour ne citer que celle-là. Une pléiade de noms prestigieux qui sont venus consolider votre image de marque. La relation qui vous lie à ces femmes se limite-t-elle à l'aspect professionnel ou bien intègre-t-elle aussi votre vie privée? C'est une longue histoire. Quand j'ai connu Mme Kennedy, c'était tout à fait à mes commencements, bien sûr. C'était la veuve du président des États-Unis. Et la première fois que je l'ai vue, que je l'ai connue, elle connaissait un jeune dessinateur qui venait de commencer. Elle, c'était une des dames les plus connues des États-Unis. Au monde, peut-être. Non, au monde. Une des dames les plus connues au monde. C'était une icône d'élégance où toutes les femmes américaines imitaient. Elle a commencé à s'intéresser à mes collections, à mes robes. J'ai commencé à l'habiller en 1964, pardon. Et je l'ai suivie pendant quelques années, presque toutes les saisons, parce qu'elle commandait saison par saison la haute couture. Et au bout de peut-être 4-5 ans, j'ai commencé à la voir beaucoup plus souvent, et on est devenus amis. On est devenus amis, c'est-à-dire que toutes les fois que je rentrais, que j'allais à New York, la première personne que j'appelais, c'était Mme Kennedy, et on se voyait toujours pour déjeuner
ou pour dîner. On a fait des soirées de bienfaisance où on était ensemble, avec tout un tas d'autres gens. Elle est venue me voir à Capri, elle est venue me voir à Rome. Donc, c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. Elle m'aimait énormément. Elle appréciait beaucoup mon design, mes robes. Et vraiment, il y a eu cette espèce d'amitié que j'ai vraiment portée avec moi jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'était une chose extraordinaire. Je pourrais écrire un livre sur Jackie Kennedy Onassis, parce que vraiment, je l'ai connue très, 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 très bien. Et vraiment, c'était quelqu'un de tellement extraordinaire. Et il y avait une amitié tellement... Vous savez, des fois, et c'était une femme qui n'aimait pas énormément sortir le soir. Quelquefois, je l'invitais à des choses très importantes. Et elle me répondait, Valentino, vous savez que moi je vous aime énormément, que je porte vos choses, qu'on se voit pour déjeuner, on se voit pour dîner. Je ne veux pas aller dans des grandes choses comme ça. Mais vous comprenez très bien. Elle me le disait d'une façon tellement amicale, tellement extraordinaire, que pour moi ça a été une des femmes qui ont compté le plus dans ma vie, dans le sens qu'elle m'a rendu fameux aux États-Unis. En 2 mots, comment vous la qualifiez? Je l'ai qualifiée comme une femme spéciale, intelligente, très élégante. Sa façon d'être habillée, mais une façon qu'à l'époque elle a fait grande. C'était un grand événement tous les fois qu'on la voyait et qu'on la voyait sortir parce qu'elle était toujours sensationnelle. Vraiment, elle aimait beaucoup s'habiller. Des fois même un peu décontractée si vous voulez, mais c'est toujours d'un certain chic. Quand elle ne voulait pas être trop habillée, elle se mettait en imperméable, avec des pantalons et un foulard. Mais le tout était porté d'une façon tellement divine que c'était vraiment une femme qui a beaucoup marqué dans toute notre histoire. Comment décrivez-vous Farah Diba? Farah Diba, c'est une grande dame, une grande dame. J'ai une admiration incroyable pour elle. C'est une femme exceptionnelle, une femme que tout le monde entier adore. Une femme qui a une grande élégance, une femme discrète, une femme qui a su se faire aimer énormément. Et vraiment, je ne peux dire que j'ai un grand respect pour elle. Audrey Hepburn? Audrey, c'était une femme que j'ai connue il y a très 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 longtemps. À un moment donné, elle a épousé un docteur italien, donc elle est venue vivre à Rome. Elle a commencé à s'habiller avec Valentino parce qu'elle était très attachée à Givenchy. Mais quand même, elle s'est habillée aussi beaucoup chez moi. Elle est devenue une très grande amie. On se voyait souvent parce que elle avait, et moi j'ai, une maison en Suisse sur les montagnes. Et on se voyait là-bas, on a passé plusieurs derniers jours de l'an ensemble. C'était une femme très élégante, très discrète, avec un charisme incroyable, une douceur invraisemblable, une grande actrice. Vous prenez les personnes vraiment que j'aime très profondément, et vraiment, je ne peux dire que des choses extraordinaires sur elle. Comme par exemple, j'ai beaucoup aimé Diana, la princesse de Galles, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai connue bien. Pour moi, c'était Vous l'avez également habillée? Ah oui, je lui ai fait pas mal de choses. Mais c'était son élégance, c'était sa jeunesse, sa grande force, sa façon de bouger. Elle faisait vivre les vêtements. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup de vibrations. Et je l'ai beaucoup aimée, beaucoup aimée. Et elle manque à tout le monde. Elle manque à tout le monde, spécialement aux gens qui l'aiment, mais aussi beaucoup au monde de la mode. C'est une icône de mode, Diana de Galles. Et enfin, Liz Taylor. Liz Taylor, c'est une vieille amie que j'ai connue à l'époque, quand je venais de mettre mes pieds en Italie, comme ma première maison de couture, dans les années 60, quand elle tournait Cléopâtre. Et je l'ai connue à ce moment-là. Je l'ai connue, elle était Madame Taylor, elle me traitait un peu comme un jeune dessinateur, mais elle a quand même voulu mes robes. C'était ma première collection. Elle a quand même voulu mes robes. Elle les a portées, on a fait des photos ensemble. Donc, elle a toujours démontré que c'était une femme adorable, gentille, mais quand même, il y avait cette espèce de distance d'un débutant et d'une grande star.
Après, je l'ai perdu de vue pendant pas mal de temps. Et je l'ai revu au bout de 12, 13, 14 ans. Moi, j'étais assez connu. Devenu ce que je suis devenu. Non, j'étais assez connu. Elle était toujours Elisabeth Taylor. Mais elle est tellement intelligente qu'elle m'a... j'ai reçu un coup de téléphone. Ma secrétaire a reçu un coup de téléphone de sa secrétaire après 13 ans de disparition totale, en m'invitant à déjeuner au Grand Hôtel parce qu'elle voulait me voir. Et elle m'a reçu comme un vieil ami et on est devenus des grands copains. On remonte un peu dans le temps de l'après-guerre à Paris. Paris, à cette époque, avait retrouvé son rôle de capitale de la mode grâce à Christian Dior. Le gouvernement français aidait beaucoup les couturiers et 2 fois par an, les défilés se présentaient et les foules venant de partout envahissaient les hôtels, les restos luxueux et les maisons de couture. Ce qui donnait un coup de poing et un coup d'appui à l'économie française. À cette époque, les couturiers italiens étaient relégués au second plan. Pourquoi, à votre avis, les couturiers français l'ont toujours emporté sur les couturiers italiens? Mais vous savez, j'adore la France, c'est ma deuxième patrie, parce que j'ai vécu là-bas pendant des années, j'ai une maison, je vais tout le temps là-bas. J'aime beaucoup les Français, mais il y a un côté du français que, bon, je leur dis à eux aussi, mais ça c'est bien, ils sont très chauvinistes les Français. Ils ont toujours voulu vraiment croire que seulement en France il y a des talents, mais les talents existent aussi ailleurs. Et maintenant, beaucoup moins, les jeunes ont beaucoup changé, mais quand même, vous savez, ils doivent admettre, parce qu'ils ont beaucoup d'étrangers maintenant, qui sont à Paris, qui défilent. Moi, je dois dire que je suis là depuis très longtemps, j'ai été parmi les premiers à être accepté par eux, et je suis considéré, mis sur les magazines, comme si j'étais un nom français, même plus italien, si vous voulez. Valentino, durant vos 53 ans de carrière, nous avons assisté à une évolution rapide. La technologie a-t-elle influencé la mode? Mais vous savez, à travers les années, la mode, comme avant les années 50, la mode a toujours changé, la mode elle a toujours eu une évolution. Automatiquement, bien sûr, il y a eu l'après-guerre, où M. Dior, il a créé le New Look, parce que il fallait casser avec un passé, et on a commencé une autre évolution. Puis il y a eu les années 60 qui ont été des années très fortes, où les femmes, elles étaient tellement sophistiquées, coiffées, maquillées, habillées, comme jamais ils l'ont été. Il y a eu les années 70, ça a été les filles des fleurs, toute la mode hippie, toute la mode qui venait un peu de Londres, si vous voulez, mais qui a été faite par les grands couturiers, d'une façon assez romantique, forte et légère en même temps, où les filles, elles étaient pleines de bonheur et pleines de joie. Après, il y a eu les années 80, la grande lourdeur de la mode, où le tout était très imposant, très luxueux, très puissant. Les années 90 qui a été une mode un peu in-between, parce que tout le monde ou faisait la même chose, ou ils essayaient de sauter d'une chose à une autre, en faisant une mode trop minimaliste à une mode que on ne savait pas bien qu'est-ce que c'était. Et maintenant, finalement, tous les créateurs, ils ont compris que les femmes, elles aiment les robes. Les femmes, elles ont toujours aimé les robes. Elles ont toujours aimé les vêtements. Et finalement, ils ont compris que les femmes aiment les vêtements. Mais ils aiment les vêtements pour sortir dans la rue. Ils aiment les vêtements pour plaire à leurs hommes. Ils aiment les vêtements pour plaire à leurs copines. Elles n'aiment pas être déguisées. Elles veulent être belles. Et donc, ça, c'est la mode qui va devenir, qui va rester, selon moi, la mode qui compte. D'habitude, comment se fait le choix de vos mannequins? Le choix des mannequins a toujours une chose assez particulière. C'est-à-dire, on a toujours essayé d'avoir le top des tops qui venait ou d'Amérique ou d'autres pays, tout ça. Puis il y a eu le grand boom dans les années 90 des top models. Toutes ces filles extraordinaires, tous les Claudia Schiffer, tous les Elle Macpherson,
tous les Christy Turlington, tous les Carla Bruni, tous Naomi, tous les grandes stars qu'on a tous eus. On a été tous entourés de ces beauty. On a présenté plusieurs collections avec ces filles. Et vous savez, c'est un passage maintenant qui est passé déjà. Ils ont donné beaucoup parce qu'elles ont donné, c'est-à-dire, vous saviez très bien que quand la fille ou ces filles passaient sur le podium, vous aviez la photo dans tous les magazines du monde. Parce qu'elles étaient comme ça, elles étaient les grandes stars, plus que les stars du cinéma. Elles le sont toujours, d'ailleurs, pour autre chose, ou pour des choses de mode qu'ils font, mais plus les défilés. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il y a la jeunesse. Maintenant, toutes les filles, ma dernière collection, j'avais un groupe de Brésiliennes que j'ai choisi, ça partait de 15 ans jusqu'à 19. Maintenant, il y a toute la jeunesse qui arrive, il y a des filles sublimes d'une beauté extraordinaire, mais il n'y a plus la star imposante. Il y a la jolie fille, fraîche, belle, jeune, et on est tous là pour essayer de trouver toujours, vous savez, la mode c'est toujours une recherche pour trouver la jolie fille qui soit sur le podium, qui met en valeur votre robe. Vous, que vous essayez de créer des choses qui marquent et qui plaisent beaucoup aux femmes. Et tout ça, vous savez, au fond, c'est un éternel recommencement, mais c'est toujours poussé par une grande avidité de faire, de plaire et de faire des choses qui font si que les gens disent, et voilà, celui-là, il ne se trompe jamais. Comment naît une collection chez vous? C'est long à expliquer ça. C'est long. Très long. Donc, we'll skip the question. Non, mais une collection, elle naît en dessinant, en créant, en faisant des essayages, en voyant les robes sur les modèles, en décidant si la robe, elle plaît ou elle ne plaît pas, en décidant de faire asseoir la fille, le mannequin qui est en face de vous, et de voir si la robe, elle vit bien, elle bouge bien, c'est pas une chose statique qui va seulement bien pour le podium. Tout ça, c'est une collection. Nous l'avons tous remarqué ce soir. D'ailleurs, c'est ainsi que vous êtes présenté au début de l'émission. Vous êtes un être optimiste et positif. Vous devez certainement avoir des rêves. Quel est votre rêve le plus intime? Ben, je ne suis pas... Oui, je rêve beaucoup. Si vous voulez, je rêve du passé, mais je rêve du passé pour me rappeler les choses qui m'ont fait beaucoup de plaisir. Je ne rêve pas du passé parce que je suis un nostalgique et je veux que le passé retourne. Le passé est passé. Mais vous savez, quand vraiment vous pensez au passé, c'est parce que des fois, vous avez eu des choses tellement extraordinaires, il faut qu'ils reviennent à votre mémoire pour vous faire plaisir. Mais bien sûr, je regarde au futur, je regarde aux positions des gens d'aujourd'hui, je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux être très à la page parce que je ne veux pas penser à un futur où je ne pourrais pas être dans le milieu de tout ça. Automatiquement, mon optimisme porte à être toujours serein, mais quand même, si vous voulez, je suis quand même quelqu'un de très fragile dans un sens que je ne peux pas accepter et voir tout ce qui se passe dans le monde. Et je suis quand même des moments extrêmement tristes de voir tout ce qui se passe dans le monde. Et je voudrais vraiment que mon optimisme puisse pouvoir porter toutes ces choses à un meilleur jour avec des meilleures choses. J'espère que ces rayons d'optimisme vont toucher le public ce soir. Valentino, je vous remercie d'avoir pris part à cette émission. Je suis sûr que vos adeptes et vos amis dans le monde arabe et partout ailleurs ont été plus que comblés en suivant cette émission sur vous. Mais vraiment, je veux vous dire une chose, je suis été ravi de faire cette transmission et je veux avec cette transmission pouvoir transmettre à toutes les femmes libanaises mon souvenir et à leur dire que j'ai toujours admiré les beautés libanaises. J'ai été au Liban il y a très 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 longtemps, mais je me promets d'y aller très très bientôt et je veux avec cette transmission pouvoir rentrer dans plusieurs maisons du Liban et pouvoir leur dire que je suis quelqu'un qui aime la mode et que je veux faire de la mode pour le monde entier et les femmes libanaises inclus.
Vous savez, j'ai toujours voulu, au fond de moi-même, découvrir la légende que vous incarnez. J'espère avoir réussi à transmettre à mon public une image vraie et un portrait authentique de vous. Valentino, merci une fois de plus. Amis téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été fidèles au rendez-vous et j'espère que vous avez passé une bonne heure. Je vous donne rendez-vous comme il se doit la semaine prochaine, toujours à la même heure. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. بتمنى لكم سهرة حالمة كأقمشة مخيلات وإيجابية فالنتينو وتصبحوا على خير.